La seconde partie de notre débat consacrée ce soir au rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Une annonce historique qui a été faite il y a 1h30 par le président américain depuis Washington. Et dans le même temps, eh bien, le président cubain Raúl Castro s'exprimait depuis la Havane. On va les écouter tous les deux. Cette décision du président Obama mérite notre respect et la reconnaissance de notre peuple. Je souhaite remercier et reconnaître le soutien du Vatican, et en particulier du pape François, qui a participé à l'amélioration des relations entre Cuba et les États-Unis. Merci également au gouvernement canadien qui a permis la tenue de ce dialogue à haut niveau entre nos deux pays. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique changent leurs relations avec le peuple de Cuba. C'est le changement le plus important de notre politique depuis plus de 50 ans. Nous allons mettre un terme à une approche dépassée qui, pendant des décennies, est allée à l'encontre de nos intérêts. Au lieu de cela, nous allons commencer à normaliser nos relations. À travers ces changements, nous souhaitons créer davantage d'opportunités pour les Américains et les Cubains et débuter un nouveau chapitre au sein des nations d'Amérique. Maurice Lemoine, je le rappelle, auteur de 5 Cubains à Miami. Vous êtes ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir et se dire que les Cubains vont être peut-être des hommes libres, eux qui n'ont pas connu la liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté de presse. Barack Obama l'a rappelé, harcèlement, passage à tabac d'opposants. Est-ce que c'est un souffle de liberté qui va passer sur Cuba? J'adore votre manière de présenter les choses. Non, évidemment, vous n'êtes pas d'accord, donc, non, mais évidemment, mais le dégel avec les États-Unis va par définition assouplir l'ambiance à l'intérieur. À partir du moment où vous êtes victime d'une agression, il est évident que vous vous raidissez et que vous supportez ou que vous acceptez difficilement une opposition interne. C'est une évidence. Souvenez-vous que le président Carter qui avait assoupli les relations, ça correspond à une période où, à l'intérieur même de l'île, l'opposition a eu beaucoup moins de problèmes avec le régime. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un régime autoritaire que ce régime castriste? C'est un régime qui est le produit d'une histoire. Bon, si vous me demandez si c'est un régime similaire à la Suisse ou à la France, je vais vous dire non, bien entendu. Bon. Mais la France n'est pas en guerre permanente avec un puissant voisin qui lui impose un embargo, qui, pour en revenir à nos affaires d'agents antiterroristes, on fait quand même 3400 morts depuis le début de la révolution à Cuba. Les attentats organisés depuis Miami. Bon, ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. À partir du moment où effectivement vous êtes victime d'une agression, il est évident que vous ne laissez pas, alors je vais prendre un terme qui va vous faire sauter, c'est pas ce que je veux dire, vous ne pouvez pas avoir une 5e colonne à l'intérieur. Les Cubains de l'intérieur, les opposants, qui n'ont pas de relation directe avec les États-Unis, ne sont pas spécialement inquiétés. Les gens qui effectivement ont des problèmes qu'on peut trouver, on peut trouver excessifs, les condamnations ou les arrestations ou le harcèlement, sont des gens qui ont des liens directement avec les États-Unis. Tout assouplissement de la politique de Washington ne pourra aller qu'au bénéfice de l'opposition à l'intérieur du Cuba. Est-ce qu'il y a le risque? Est-ce que le président cubain, Laurent Muller, prend le risque, Raúl Castro, bien que son régime s'écroule? Parce que c'est un risque de le prendre, d'ouvrir son pays. Il prendra aucun risque. Vous savez, depuis 20 ans, vous avez eu une grande ouverture au tourisme international. La preuve, on doit avoir quelques dizaines de millions d'étrangers qui sont allés à Cuba. Il n'y a pas eu l'évolution d'une once de liberté à Cuba depuis cette ouverture à des étrangers. Donc c'est pas parce que vous avez des étrangers qui vont dans des pays. On peut prendre d'autres dictatures de droite. C'est pas pour ça parce que le tourisme est ouvert que les gens ont une amélioration de leur niveau de vie et une amélioration de leur liberté constitutionnelle. Donc vous pensez que ça ne va rien changer pour eux? À court terme, et la mesure en elle-même, à mon avis, ne va rien changer. Oui. Après, ça peut entraîner des phénomènes qu'on peut espérer positifs pour l'avenir de la liberté à Cuba. Mais est-ce qu'on peut appuyer sur un bouton en disant, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y avait embargo que c'était un moyen de renverser le régime cubain en soi et qui n'avait et qui tenait simplement, de limiter une politique à des sanctions économiques, c'est pas. On peut imaginer que Cuba devienne finalement comme la Chine, d'une certaine manière, c'est-à-dire s'ouvre au capitalisme,
capitalisme, à une économie de marché, un pays complètement mondialisé, mais avec des restrictions concernant les libertés publiques? Alors on peut tout imaginer, mais c'est pas la ligne qui a été suivie depuis une dizaine d'années. Enfin, je pense que vous ne direz pas le contraire. On a ouvert les capitaux étrangers, mais les Cubains n'ont pas une liberté totale d'entreprendre, comme c'est le cas en Chine. Christophe Ventura, vous êtes d'accord avec ça? Vous pensez que ça ne va pas changer grand-chose pour les Cubains? Économiquement, oui. Je pense que les choses ont commencé à changer économiquement à Cuba. En particulier, votre question nous permet de s'intéresser à un des points aussi qui a joué, à mon avis, qui a pesé largement dans l'accélération ces derniers mois. La décision que nous commentons ensemble aujourd'hui, c'est l'aspect assez décisif en réalité des mesures qui ont été prises par Raúl Castro et le gouvernement cubain, qui ont manifestement joué un rôle aussi dans ce dégel. J'entends par là le fait que Cuba a mis en place une série de mesures économiques qui visent justement à revoir les conditions des partenariats économiques dans ce pays, qui visent à ouvrir en quelque sorte au secteur privé sur certaines conditions donc régulées fortement par l'État, eh bien d'ouvrir aux investissements étrangers. Il y a une nouvelle loi sur les investissements étrangers qui fait l'actualité cubaine et qui à Cuba est tout à fait perçue et commentée par la population. Et lorsque nous entendons Barack Obama, encore une fois, je pense qu'il faut s'en tenir aux faits et bien écouter et décrypter le discours des dirigeants qui sont là ce soir. Lorsque Barack Obama parle de nouvelles opportunités pour les États-Unis, c'est parce qu'encore une fois, je pense qu'il n'est pas guidé par une sorte de sentimentalisme politique, mais au contraire par l'analyse d'un rapport de force, l'évolution d'une géopolitique continentale, et puis aussi une situation qui se modifie à Cuba de ce point de vue-là. Les États-Unis aujourd'hui considèrent que s'ils veulent construire de nouvelles relations et de nouveaux partenariats économiques dans toute la région, la question cubaine doit être dépassée. Mais vous ne répondez pas à la question sur les libertés publiques. Ah bah si, je vais vous y répondre un peu. Est-ce que vous pensez que cet accord historique, ce rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays va donner de la liberté aux Cubains? On rappelle, il n'y a pas de journaux d'opposition, il n'y a pas de télévision privée. C'est quand même la doctrine du régime quand même qui est en place. Aussi, même si Maurice Lemoine il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin bon, on va quand même pas dire que c'est un grand pays libre. Alors non, moi, personne. Vous n'allez pas dire ça. Non, mais personne n'a dit ça, comme personne n'a dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas de violation permanente des libertés publiques et des mêmes que les États-Unis, ces libertés érigent pour le monde entier. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, vous m'auriez peut-être invité pour qu'on parle du rapport sur les tortures de la CIA, etc. Donc, autant de choses qui, par ailleurs, n'existent pas à Cuba. En tout cas, si on s'intéresse... sur les tortures à Cuba. Je veux dire, si on a une discussion... Parce qu'il ne peut pas y avoir de rapport. Non, mais s'il y a une discussion sur la démocratie, le modèle de liberté publique... Pour aller dans votre sens, j'ai cru entendre... Non, mais je vais dans votre sens. Christophe Ventura termine, ensuite à vous, parce que c'est important. Ouais. Moi, j'essaie de m'intéresser sans rentrer dans un débat, à mon avis, qui est assez d'arrière-garde. Mais... C'est vous qui avez juste Oui, non, je parlais surtout pour les arguments qui nous ont été présentés tout à l'heure. Mais je veux simplement dire que si on s'intéresse à la réalité de la société cubaine et de ses évolutions, si on regarde ce qui se passe, il y a en fait des inflexions du point de vue des questions que vous posez. Maintenant, il suffit d'aller à Cuba pour se rendre compte que, y compris dans les débats autorisés, dans la télévision cubaine, dans tout un tas de rencontres publiques, il y a un espace qui est largement ouvert pour le débat et certaines formes de critiques dans les conditions de ce pays qui est un régime à parti unique. Ça, personne ne peut remettre ça en cause. Mais en tout cas, ça fait assez longtemps que les choses bougent et qu'il y a une certaine ébullition intellectuelle et politique à Cuba. Et qu'en fait, globalement, si vous allez à la Havane, ce que je vous invite à faire, vous verrez que les gens parlent de plus en plus librement de leur situation. Ça, c'est la première chose. De l'autre côté, je pense que est-ce que ce qui se passe là va influer de manière plus structurelle sur l'évolution de ce pays? Je pense qu'il faut observer. En tout cas, il est sûr que les Cubains ont toujours dit qu'ils conditionnaient disons l'ouverture politique chez eux à la normalisation et à la fin du blocus américain, dans leurs termes, parce qu'eux parlent de blocus. C'est ce que aujourd'hui Obama, par son annonce, dit. Donc on peut considérer que ça aura une influence, pour répondre à votre question, sur l'évolution politique de l'île. On va écouter, si vous voulez bien, Barack Obama qui est revenu donc sur la libération d'Alan Gross et cette libération qui a permis justement le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. En tout cas, c'était une des conditions pour qu'il y ait ce rétablissement des relations diplomatiques. Barack Obama. Sa sainteté, le pape François, s'est personnellement adressé à moi et au président cubain Raúl Castro pour résoudre rapidement le cas d'Alan Gross
et dans l'intérêt de Cuba la libération de 3 agents cubains emprisonnés aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, Alan est rentré chez lui. Il a enfin retrouvé sa famille. Alan a été libéré par le gouvernement cubain pour raisons humanitaires. Séparément, en échange de la libération des 3 agents cubains, Cuba a libéré aujourd'hui l'un des plus importants agents de renseignement des États-Unis à Cuba, qui était emprisonné depuis près de 20 ans. Stanislas de Saint-Hippolyte, toujours avec nous en direct de Washington. Alors, il y a un deuxième homme qui aurait été libéré. Vous avez quelques informations à nous donner ? Oui, celui qu'évoquait brièvement Barack Obama. On a reçu un communiqué de la direction du renseignement américain expliquant que cet homme est un espion qui travaillait pour les Américains, mais qui était un espion cubain, donc un Cubain travaillant pour les Américains qui était en prison depuis 20 ans à Cuba. Sa libération a été sécurisée, nous disent les renseignements américains, avant l'annonce de ce réchauffement diplomatique. Cet homme a permis de nombreuses arrestations d'espions cubains sur le territoire américain, notamment l'analyste de renseignement Ana Belén Montes, un couple du département d'État, les Kendall Myers, ou aussi des membres du réseau Red Avispa. Cet homme a ensuite été arrêté à Cuba et cela faisait 20 ans qu'il était en prison. La direction du renseignement américain nous explique que le sacrifice de cet homme a été très connu par très peu de monde et que c'est une excellente nouvelle, sa libération après 20 ans. Et c'est en fait en échange de ce prisonnier-là que les 3 prisonniers cubains ont été libérés par les États-Unis aujourd'hui. Merci beaucoup Stanislas de Saint-Hippolyte en direct de Washington. François Durper, on l'a dit, pour lever l'embargo, il va falloir le Congrès américain. Or, ce Congrès américain, vous le rappeliez tout à l'heure, est passé à majorité républicaine. Et ce soir, on apprend que Jeb Bush, qui pourrait donc se présenter à la présidentielle de 2016 aux États-Unis, a dit qu'il s'opposerait à une normalisation, c'est ce qu'il annonce ce soir, entre Cuba et les États-Unis. C'est pas ce que Jeb Bush annonce, mais c'est ce que rapporte USA Today ce soir. Oui. Robert Menendez, également, qui est le président du comité des relations étrangères, qui est sénateur, lui, démocrate du New Jersey, s'oppose également à cette évolution. Et ce qu'on peut dire, c'est la dimension politique de l'affaire. C'est-à-dire que Barack Obama, on le voit bien, vous l'aviez vu sur l'immigration, vous le voyez en politique étrangère sur Cuba, il cherche à, en quelque sorte, permettre à ce qu'un démocrate lui succède, c'est-à-dire à gêner au maximum le Congrès, puisque le Congrès va apparaître comme force de blocage. Sur l'immigration, le Congrès va dire vous n'allez pas pouvoir régulariser 5 millions parce que nous, on va bloquer le budget et on va vous interdire de régulariser. Sur Cuba, si le Congrès à majorité républicaine bloque et fait en sorte que l'embargo ne soit pas levé, eh bien, aux yeux des Américains, là je vous rappelle qu'on est sur un sujet où la majorité des Américains souhaitent une normalisation, eh bien c'est le Congrès qui apparaîtra comme finalement celui qui bloque dans cette nouvelle cohabitation. Donc on avait parlé de la fin de l'époque de, vous vous rappelez, de Clinton, où il avait réussi à en quelque sorte faire passer le Congrès pour celui qui bloquait les évolutions, et c'est ce qu'essaie de faire Barack Obama. Alors pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va changer pour les Cubains, d'abord j'ai cru comprendre qu'il était question de la libération de 53 prisonniers politiques, enfin définis prisonniers politiques par les Américains. C'est quand même une évolution. Là, il ne s'agit pas de prisonniers américains, il s'agit de prisonniers à Cuba. Et vous savez, c'est aussi très concret. Les Cubains, ils savent qu'il y a une décision qui a été prise sur les remesas. Vous savez, ces mandats qui sont envoyés par ces milliers de citoyens américains d'origine cubaine ou cubains aux États-Unis à leur famille d'origine. Ils vont pouvoir envoyer $2000 tous les 3 mois. C'est quelque chose qui est très important. On sait très bien le rôle des diasporas quand ils envoient de l'argent au pays. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être, je ne dis pas avant les libertés publiques, mais qui va être immédiatement entendu par les Cubains, en disant, ben voilà, ça va peut-être permettre d'augmenter notre niveau de vie. Et puis, c'est très concret, les familles vont pouvoir se voir de manière plus naturelle. On est à 150 km des États-Unis. On est à quelques heures d'avion. Donc c'est quand même l'histoire, pour comprendre un peu la tension entre ces deux pays. C'est une histoire qui est ressentie à Cuba comme une histoire coloniale, celle de la relation avec les États-Unis. D'abord, la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, le premier débarquement des États-Unis, une occupation qui est considérée par beaucoup de Cubains comme une occupation militaire, et ensuite une période qui est considérée comme une époque néocoloniale.
coloniale. Je ne défends pas ce point de vue. Je dis comment certains Cubains envisagent leur relation avec les États-Unis. Et pourquoi c'est une relation... Pour d'autres, quand même le dire, François Durper, pour d'autres, les États-Unis, c'est aussi la liberté, c'est aussi le monde libre. Bien sûr, mais ça veut dire que... qui ont fui Cuba, qui sont des exilés. Alors, il y a un grand paradoxe qui rentre dans cet aspect. C'est que vous avez beaucoup de Cubains qui ont fui Cuba par manque de liberté et par manque de prospérité, qui arrivent aux États-Unis, qui bénéficient d'un statut d'exilé, et aussitôt qu'ils sont arrivés, qu'ils ont leurs papiers, ils n'ont qu'une idée, c'est de retourner à Cuba pour aider leur famille. Ce qui est très bien et ce qui est humainement tout à fait compréhensible. Maintenant, vous vous mettez à la place d'un État, c'est un petit peu quand même contradictoire d'accueillir quelqu'un en tant que réfugié politique et de savoir que 6 mois après, il rentre chez lui et il n'a aucun mal à fréquenter le régime qui est en place. Et je crois que ça crée un gros malaise et une grosse division, y compris au sein de la communauté cubaine. Maurice Lemoine, on en parlait tout à l'heure avec Laurent Muller qui disait oui, il faut quand même faire attention parce qu'avec Cuba, ça peut être un pas en avant, 3 pas en arrière. Est-ce que vous pensez que le mouvement dans lequel on est engagé aujourd'hui, que ce tournant est irréversible ou qu'il faut rester encore prudent ce soir? Par définition, il faut être prudent. Sur le début de débat là, qui vient d'être pris sur la situation aux États-Unis même. C'est intéressant. Intéressant ce que vous dites d'ailleurs. Ces Cubains qui fuient et qui finalement, dès qu'ils peuvent, ils rentrent. Voir la famille, voir le pays. C'est un paradoxe. Il y a eu un changement aux États-Unis. Les sondages, c'est pas trop mon truc, mais il y a 57% des Américains qui souhaitent une normalisation avec Cuba. Et il faut le gros obstacle jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était la communauté cubaine de Miami. C'est-à-dire les anticastristes, qui étaient dans une lutte frontale, totale, définitive avec Cuba. On est maintenant à la 2e ou 3e génération à Miami. Et y compris les Cubains de 2e, 3e génération, eux, souhaitent une normalisation avec la Havane. De sorte qu'il ne reste qu'un noyau dur très réduit, mais très influent. Effectivement, Bob Menendez, Carlos Rufio, je ne sais pas s'il est si réduit Ileana ça, Rovsletinen, qui est très puissant parce qu'ils occupent des postes au Sénat, à la Chambre des représentants et au Congrès. Mais en réalité, l'ensemble du corps social des États-Unis n'est pas hostile. Après, effectivement, je veux dire, les jeux politiques à l'intérieur à Washington vont être assez compliqués. Sur l'évolution de Cuba, vous savez, il y a toujours 2 manières de regarder Cuba. Il y en a une ici, moi je respecte, c'est évident que il y a des aspects du régime cubain qui me gênent. Bon, ok. Cela étant, ce qui devrait attirer l'attention, c'est la manière dont les latino-américains regardent Cuba. Je veux dire, les latino-américains, qu'ils soient argentins, qu'ils soient boliviens, qu'ils soient brésiliens, comme dit Rousseff, c'est pas des gens qui veulent un régime de parti unique, c'est pas des gens qui veulent le régime cubain. Bon. Ils ont tous du respect pour Cuba, ils se sont tous mis d'accord pour réintégrer Cuba dans la communauté latino-américaine. Et encore tout à l'heure, je veux dire, là, au sommet du Mercosur, ils montraient tous une satisfaction énorme de voir ce dégel par rapport à un régime que chez nous, on présente comme le mal absolu. Alors, je veux bien qu'il y a des critiques légitimes à Cuba, mais je veux dire, on pourrait effectivement, ce que disait Christophe Ventura tout à l'heure, on pourrait faire une demi-heure à trouver que les aspects négatifs des États-Unis ou de n'importe quel pays. Voilà. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette édition spéciale. Vous restez avec moi et vous pourrez d'ailleurs réagir dans un instant à la chronique. Vous allez le faire, je sais, François Durper, on peut toujours compter sur vous. À la chronique de Karim Yayaoui. Autant vous dire qu'on a beaucoup réagi ce soir sur les réseaux sociaux. Un œil sur les médias, c'est tout de suite. Et le dégel, bonsoir Karim, bonsoir. Entre Cuba et les États-Unis à la une de tous les sites d'infos presque ce soir. Alors le site du Huffington Post titre sur le dégel avec ces 2 drapeaux qui se rapprochent, un rapprochement historique. Alors évidemment c'est à la une de beaucoup de médias, notamment cubains. Le site de Granma, lui, s'arrête surtout sur la déclaration de Raúl Castro, une façon de dire que c'est ça qui prime, que c'est en quelque sorte Cuba qui continue de mener la danse. Et puis un autre site d'information proche du pouvoir cubain, Juventud Rebelde, jeunesse rebelle, on pourrait traduire ça comme ça, qui s'arrête surtout sur les noms de ces 3 Cubains qui rentrent au pays, Nkassa, Gerardo, Antonio et Ramon, sur le site de Juventud Rebelde. Évidemment, du côté des médias américains,
Voici un site internet en espagnol, qui est un site d'information très consulté par la diaspora, notamment cubaine. Cette fois-ci, c'est l'image de cet Américain sur le tarmac. Même image à peu près choisie par le Miami Herald qui s'arrête sur le retour de ce prisonnier. Alors évidemment, au-delà des frontières américaines ou cubaines, on en parle aussi. Le site de la radio Cadena Ser évoque une nouvelle ère radio espagnole qui s'est très souvent intéressée à Cuba et aux relations avec les États-Unis. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions de journalistes, mais aussi Claude Bibal, qu'on connaît bien ici. Les États-Unis qui se rabibochent, hashtag une page d'histoire avec cette image. Autre tweet qui marque que c'est un événement historique, un tweet du New York Times qui a publié une qui date de 1961 et qui marque la rupture des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Alors évidemment, il y a eu aussi beaucoup de réactions au discours de Barack Obama. Voici un tweeto qui semble étonné mais heureux de voir que Barack Obama cite une figure de la révolution cubaine, José Martí. Et puis, autre réaction sur ce compte Twitter, c'est un discours de Barack Obama pour certains internautes qui est peut-être le plus marquant en matière de politique étrangère. Certains reprennent aussi ce mot qu'a utilisé Barack Obama, todos somos americanos. Roman Frachon ironise peut-être que finalement il va mériter son prix Nobel de la paix 5 ans plus tard. Et puis cette autre réaction de Raphaël Hermano qui évoque le Ich bin ein Berliner pour dire que finalement c'est un moment presque aussi important. Alors de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et puis ce petit montage sympathique de Frédéric Martel, le coup de génie de Barack Obama qui a changé de look sur cette image. Ah oui, en effet. Mais c'était volontaire. Hein. L'affiche rappelait déjà l'affiche du Tché. Hein. Exactement. Alors évidemment, certains soulignent qu'on s'y attendait pas forcément, même s'il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient le laisser présager. Mais lorsqu'on regarde par exemple cet article de la Croix qui date de quelques jours seulement, Cuba et ses amis fêtent les 10 ans d'une alliance anti-États-Unis, une alliance qui date de 2010 à l'initiative de Chavez et de Castro. On a vu aussi Nicolas Maduro relayer un tweet de Telesur TV pour évoquer le fait que finalement dans cette histoire, Barack Obama reconnaît que tout ça a été particulièrement peu productif, que cet embargo. Maduro, on le rappelle, qui est le président vénézuélien. Exactement, président vénézuélien. Alors il y a aussi des réactions... Très proche de Cuba, le Venezuela. Hein. Très proche de Cuba, on vient de l'évoquer avec cette alliance vieille de 10 ans. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on a aussi des tweets qui évoquent le fait que Maduro s'arrête sur ce geste historique. On a aussi un certain nombre d'internautes qui rappellent le rôle du pape François avec toujours ce hashtag Todos Somos Americanos. Et puis certains soulignent aussi, vous l'avez fait dans le débat tout à l'heure, que tout ça va permettre à un certain nombre de familles de pouvoir se retrouver. Et on vivra sans doute des images qui émotionnellement seront très fortes, hein, que ces images de retrouvailles peut-être dans les semaines ou les mois qui viennent. La normalisation des relations avec Cuba, les Américains, on en a parlé également dans ce débat, ils sont majoritairement, hein, François Durper, favorables et c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Alors c'est ce que souligne le site du Daily Beast qui souligne aussi que cette politique d'isolation de Cuba est peut-être une des choses les plus stupides qui soit. Cet article reprend exactement les arguments utilisés par Barack Obama dans son discours en évoquant le fait que les Américains discutent avec la Chine, avec l'Iran, qu'ils font du business avec le Vietnam. Alors pourquoi ça a duré aussi longtemps ? Alors, vous le disiez, les Américains ils sont plutôt favorables, même si sur le site de The Atlantic, on souligne qu'une majorité d'Américains est pour une normalisation des relations avec Cuba. Eh bien, le site du Washington Post évoque qu'elle n'est populaire qu'en surface, cette décision, parce qu'un certain nombre d'Américains continuent de voir Cuba comme un ennemi, et notamment du côté républicain, on n'a pas forcément digéré la transaction qui a pu avoir lieu entre les deux pays. D'ailleurs, une opposante cubaine, Yoani Sanchez, souligne que finalement c'est le régime cubain qui gagne plus dans cette affaire parce que cet homme qu'on a rendu aux Américains était malade et sans doute encore malade. Et évidemment, il était plus intéressant de faire un échange maintenant alors qu'il est en vie que plus tard. Il menaçait de se suicider. Hein. Il avait fait une grève de la faim. Ouais. Ah, il avait fait une grève de la faim. Il a fait une grève de la faim et c'était son état de santé était très inquiétant.
Alors, vous avez aussi évoqué un certain nombre d'hommes politiques américains qui critiquent ouvertement la décision de Barack Obama. Il y a du côté démocrate Bob Menendez, il y a aussi Marco Rubio qui a eu des mots très durs en expliquant que Barack Obama était peut-être le pire diplomate depuis Jimmy Carter. Des réactions plutôt hostiles, je vous le disais. Et puis pour finir sur une note un petit peu plus légère, il y en a qui sont heureux peut-être de voir une facilité accrue d'acheter des cigares. Sans doute qu'un ancien président américain sera particulièrement... Parce que concrètement, les touristes américains auront la possibilité de dépenser $100 pour alcool et tabac. Et apparemment, ça fait plaisir à Bill Clinton. Et $400 en tout de cadeaux importés aux États-Unis. Merci à tous les quatre encore d'avoir participé à ce débat. Je vous propose tout de suite d'écouter, parce qu'on en parlait tout à l'heure, François Durper, on disait ce Barack Obama, bilan en politique étrangère quand même plus que mitigé. Eh bien peut-être que ce discours qu'il a fait aujourd'hui à 18h heure de Paris, annonçant donc le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Havane, eh bien peut-être que ce discours restera dans les livres d'histoire. Todos somos americanos, nous sommes tous américains. Todos somos americanos. Nous sommes tous américains. Change is hard. Le changement est dur, dans nos vies comme dans celles des nations. Et le changement est d'autant plus dur lorsqu'on porte le lourd fardeau de l'histoire. Mais aujourd'hui, nous apportons ces changements car c'est la bonne chose à faire. Aujourd'hui, l'Amérique a choisi de briser les chaînes du passé afin d'aller vers un avenir meilleur. Pour les Cubains, pour les Américains, pour tout un hémisphère, pour le monde.